Être marchand, c'est compliqué juridiquement et fiscalement, on va en parler maintenant. Le marchand, on peut pas tout savoir. Il y a un moment, d'ailleurs ça m'énerve, tout ce qui se dit et tout sur internet avec les pseudo spécialistes de tout. Je peux t'assurer que dans le cercle, on en a vu des opérations. Je pense que j'ai dû analyser plus de 1000 opérations depuis ces 2 dernières années. Et pour autant, je vais pas dire qu'on en apprend à chaque fois, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème juridique, un problème urbanisme, un problème fiscal, un changement, une réglementation, une jurisprudence qui arrive, et puis des moments des problèmes locaux qui sont vraiment liés à cet endroit, qui font que, que tout ce qui est vrai à un endroit n'est pas vrai à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que t'as beau être formé, t'as beau maîtriser, moi je dis souvent un marchand de biens c'est un chef d'orchestre. T'es pas obligé de tout savoir sur tout. Enfin, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais moi mon métier de base c'est maître d'œuvre d'exécution. Je suis ingénieur bâtiment, je suis devenu maître d'œuvre d'exécution. Et en fait au départ, on a toujours l'impression qu'il faut tout savoir sur tout. Ben non, c'est le même principe. En fait, t'es en mode projet. Alors là, le maître d'œuvre il va être là, tu sais, sur la construction de n'importe quoi, en tout cas d'un bâtiment ou VRD, enfin bref. Et en tout cas, il va piloter un projet. Mais bien sûr que le maître d'œuvre, il est pas aussi fort que le maçon. Enfin, il sait pas monter un mur. Tu vois, je prends un exemple concret parce que, en marchand, c'est vraiment le même principe. Si tu veux, le précepte du marchand, tu vas avoir, encore une fois, ces flux entrants, donc tu vas avoir tout un tas de personnes qui tournent autour de ça. Ça va être quoi? Ça va être des agents IMO, ça va être ton notaire, ça va être des apporteurs d'affaires, etc. Et puis après, tu vas rentrer en mode projet, donc tu vas avoir une phase peut-être où tu vas devoir déposer un permis de construire, tu vas avoir un architecte autour de toi, puis après, il va falloir suivre l'exécution de tout ça, donc tu vas avoir un maître d'œuvre qui va être là, ok? Et donc toi, tu vas devenir maître d'ouvrage. Donc soit tu deviens maître d'ouvrage et du coup tu sais ce que c'est, ou soit tu le délègues à un AMO ou un maître d'ouvrage délégué. Et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut commercialiser, il faut revendre. Donc soit encore une fois, tu sais faire, soit tu es obligé de déléguer ces choses-là. Et en face de tout ça, tu peux avoir tout un tas de problèmes pendant toutes ces opérations qui font que tu es obligé d'avoir des vrais experts autour de toi. Souvent, les gens ils ont les préceptes de dire je vais aller voir le moins cher. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine et c'est ok, je comprends, tu démarres, voilà, mais sauf qu'à un moment, c'est un métier, pourquoi on nous demande 20% d'apport et 20% de marge? Les banquiers ils font pas ça pour faire chier, ils ont envie de faire de l'argent, hein. Ils sont comme toi et moi, ils sont là, c'est des entrepreneurs, etc. Donc ils mesurent un risque, et pourquoi ils demandent autant alors qu'ils le demandent pas dans plein d'autres supports? C'est parce qu'il y a un vrai risque en fait en face, parce que le métier il est complexe, point barre, donc ça faut que tu l'intègres, tu t'oublies de dire je vais aller prendre par exemple, je te prends le cas, hein, c'est je dois monter mes statuts, je vais aller voir mon expert comptable qui m'a fait tout mon locatif depuis je sais pas combien de temps. Ben non. Alors peut-être que oui, si lui il est spécialiste, qu'il maîtrise, etc. Mais du coup tu as des préambules, des questions à lui poser pour t'assurer qu'il sache faire. Moi, j'ai eu le cas plus d'une fois, c'est-à-dire que, du coup, je vais te lister un peu les professionnels, puis on va parler des avantages, des inconvénients, mais la première chose, tu vois, l'expert comptable, le comptable, et le métier de marchand, tout le monde ne le maîtrise pas, parce qu'il n'y a pas énormément de marchands, en fait, sur le marché. Et c'est pas parce que tu es comptable que tu maîtrises tout l'aspect de ton domaine. Encore une fois, toi, tu le maîtrises pas, tu le délègues à quelqu'un, mais tu dois t'assurer que cette personne, encore une fois, tu as une phase de contrôle. Donc, forme-toi, puis pose des questions. Tu vois, des petites questions simples. Comment il évalue le stock en fin d'année, comment il voit les régimes de TVA, TVA sur marge, exode TVA, TVA sur prix total. Tu le challenges en fait, puis tu regardes ce qu'il peut faire. Et en plus de ça, dans les comptables, t'as différents cabinets. T'as soit le gros cabinet, donc t'as le mec qui vient t'attirer, parce que voilà, il a un service commercial, c'est peut-être lui d'ailleurs, c'est souvent ça. Et lui il va t'attirer, il est spécialiste et tout, sauf que le mec que tu vas avoir à faire, c'est le N-20, qui lui il pipe rien et que tu vas être en galère, etc. Alors, pour le coup, ils ont des spécialistes partout, mais la relation elle peut être complexe, tu vois, parce que voilà, ils sont plutôt faits pour du truc courant, classique, où il y a moins de questionnement, parce que toi tu verras que chaque nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle anomalie que tu maîtrises pas. Et donc il faut avoir des gens qui sont spécialistes autour de toi. Alors après, tu as le tout petit cabinet comptable qui lui est expert. C'est génial, le mec il est tout seul et tout, il maîtrise tout, il a tout. Par contre, lui, quand il est pas là, il est pas là. Il y a personne autour. C'est con ce que je te dis, mais c'est du vécu tout ce que je raconte là. C'est-à-dire que le gars il est pas là, il est pas là. Il y a un moment, il est en vacances, il divorce, il machin ici, c'est comme ça. Hein. Il est plus là, ou alors en tout cas, il a un moment de down, tu peux rien y faire. Donc, voilà, il y a le bon équilibre, tu sais, du cabinet où ils sont 5-6. Où voilà, il y a peut-être même 2 associés, tu vois, et où là, tu sens que tu peux avoir un échange, d'ailleurs, des moments, ils font peut-être partie d'une fédération, tu vois, ou des moments, si ça va pas avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est le bon équilibre, mais par contre, forcément,
tu comprends bien que le petit cabinet, bah, il est pas cher, ce qui est normal, il a pas de frais, etc. Puis le cabinet du dessus, il est un poil plus cher, et donc tu payes plus cher la prestation. Par contre, mesure du risque, tu t'achètes ta sécurité. Tu vois, il faut toujours réfléchir les partenaires comme ça, parce que sinon, tu vas aller dans le mur à un moment ou à un autre. Alors du coup, dans les autres experts, il y a les notaires. Moi, par exemple, j'ai une super relation avec mon notaire, j'ai son portable, on s'appelle, etc. Et pourtant, il a énormément de travail. Par contre, on a créé une relation, on en a discuté, on a mis les préceptes de base. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai un métier où je maîtrise pas tout, surtout que c'était au début, maintenant j'ai plus d'expérience qu'avant, mais il y a un moment, je lui ai dit, je maîtrise pas tout, j'ai besoin, quand je dois me positionner rapidement, d'avoir un vrai échange. Alors là, tu vas me dire, ouais, ben c'est facile, comment t'as fait? Ben comment j'ai fait? Ben je suis rentré par réseau, c'est-à-dire que j'ai discuté avec des gens, c'est qui ton notaire, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on peut se rencontrer? On a mangé ensemble, on a discuté, puis on s'est dit les choses en fait, tout simplement. Je lui ai demandé s'il savait faire, je lui ai posé quelques questions, parce qu'attention, tous les notaires ne savent pas faire du marchand de biens. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont experts dans leur domaine qu'ils connaissent la totalité de l'éventail. Et en plus de ça, faut savoir que le marchand de biens a quand même une très mauvaise réputation chez les notaires. Il y a beaucoup de notaires qui sont tombés à cause des marchands de biens. On en parlera sûrement dans une vidéo, mais parce que voilà, on les a poussés, ils ont été poussés dans leur retranchement et ils ont fait des conneries. C'est comme ça, c'est un état de fait, on n'y peut rien. Et donc du coup, bah, les jeunes notaires ou les notaires, tu sais, qui ont plein de boulot, bah, ils ont pas envie de prendre de risques. Encore une fois, ils sont entrepreneurs. Leur boîte elle marche. Pourquoi ils s'emmerderaient à aller se dire je vais prendre des risques avec un marchand de biens qu'en plus je connais pas, avec qui j'ai pas de crédibilité, etc. Donc ben, encore une fois, ça se crée. Tu vois, petit à petit, step by step, hein, j'en parle souvent. Tu le crées avec ton notaire, tu dois lui dire comment tu vas fonctionner, quels vont être tes modes de fonctionnement, ton mode de... Est-ce que tu vas faire du flip, est-ce que tu vas faire de la pré-commercialisation, quelles conditions suspensives il accepte, quelles conditions suspensives il n'accepte pas, comment il va te défendre quand tu vas arriver. Et tout ça, ça se discute, encore une fois. On est dans une phase préparation. Alors là, le notaire, il n'a pas de question, il est moins cher, il est plus cher, parce que le notaire, c'est le notaire. Par contre, le notaire, quand il a plein de boulot, soit il te sort une promesse en 2 semaines, soit il te la sort en 2 mois. Hein. Donc, tu vois, il y a un moment, il faut... c'est plutôt sur le timing et sur les conditions dans lesquelles tu vas travailler, et le fait d'avoir de la disponibilité, que tu vas devoir choisir un notaire. C'est vraiment eux les garants juridiques, hein, ils maîtrisent vraiment la chose. Pour ceux voilà, qui sont habitués à faire du marchand, il faut vraiment s'appuyer sur son notaire, il est là pour t'aider à contrôler, à regarder ton compromis, à regarder les servitudes, à identifier le bien, tout ce qui a pu se passer, les permis de construire consécutifs, les démolitions, etc. Et de bien vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Alors, tu vas me dire, comment ça se passe s'il y a un problème avec un notaire? Eh bien, ils sont comme tout le monde, ils ont des assurances. Et les assurances, eh bien, ils sont là pour faire marcher leur assurance quand il y a un problème. Donc, de mémoire, hein, j'ai pas les noms exacts, mais en gros, ils payent une cotisation annuelle, si tu veux, par rapport à leur chiffre d'affaires ou le nombre d'affaires, je sais pas trop quoi. Et en fait, bah, quand il y a un problème, c'est la caisse nationale qui paye. Ok, et comme tout le monde, ils sont pas à l'abri d'une erreur. Donc, tu vas pas me dire que t'as jamais fait d'erreur, on est comme tout le monde, on en fait, et c'est comme ça. Et les assurances sont là pour ça, et les notaires en ont une. Donc, ça peut arriver. Alors, on a eu le cas... d'un de nos membres dans un lotissement où en fait le cahier des charges ne permettait pas de faire ce qu'ils ont fait, alors que le notaire l'a autorisé, et du coup bah, ils ont lancé la procédure et c'est en train de se régler quoi. Donc tu vois comme quoi ça arrive et ça marche même avec des gens expérimentés qui n'avaient pas fait attention. Autre spécialiste, les avocats. Alors, je dis bien les avocats. L'avocat spécialiste de tout, tu l'oublies. Non mais je déconne pas. À un moment, il y a tout, tu vois, il y a l'avocat qui connaît son métier et qui va parler à tous les particuliers, lambda, problème de divorce, problème de machin. Ok, bon, voilà, ils savent faire. Faut savoir que le métier d'avocat est un métier difficile. Hein. C'est pas un métier. Alors je suis désolé pour les avocats qui nous écoutent, mais on parle souvent. T'es pas avocat et tu fais pas 10 000 balles par mois et tu sais tout sur tout et t'es le roi du monde. Non, non, c'est un métier difficile. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et ils peuvent pas être spécialistes dans tout en fait. C'est tout. Point. Donc en fait. Il y a des cabinets qui se spécialisent dans tout un tas de secteurs. Moi, ce que je t'invite à avoir quand tu es en marchand de biens, c'est vraiment un avocat fiscaliste, okay, qui va maîtriser toute ta fiscalité. Alors, déjà autour du marchand de biens, parce que c'est la première chose, les règles de TVA, etc., tous les problèmes de copropriété, etc. Et bah, du coup, les montages qui vont derrière. Parce que quand tu as gagné un peu d'argent, bah, comment tu le réinjectes là-dedans, quel est le bon montage, la bonne fiscalité qui va autour. Okay, donc ça, je pense que c'est pas forcément la première personne, mais c'est quelqu'un que tu dois amener à très vite essayer de trouver pour tout simplement pouvoir questionner, etc. Attention, un avocat, il travaille pas gratuitement. Tu le questionnes, ça te coûte de l'argent. C'est comme ça. Donc soit tu te formes avant et tu vas poser que les questions finales, ou soit tu payes plein pot. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai payé plein pot tout ce qu'il y avait à payer pour apprendre. Hein, c'est comme ça. Et ensuite, je vais t'inviter à avoir un avocat spécialiste pour tout ce qui va être les ventes forcées. Parce qu'en fait, alors c'est pas bien, vous allez me dire, tous ceux qui m'écoutent là, ils vont me dire ouais, tu forces les ventes, c'est pas bien, ça le marchand. Non, il y a un moment, moi je parle d'un principe clair, on s'est mis d'accord sur une offre d'achat, on s'est mis d'accord
Celui qui est pas gentil, c'est celui qui revient sur son accord après l'offre d'achat. Il y a un moment, personne n'a mis le couteau sous la gorge à personne quand on contresigne une offre. Si tu veux, dans le cadre d'une vente, d'ailleurs c'est un point très important à maîtriser en tant que marchand de biens, hein, tu te mets d'accord, tu publies ton bien sur le bon coin avec un agent immobilier, etc. Tu fais une offre d'achat, cette offre d'achat elle est contresignée, donc tu es d'accord sur tout un certain nombre de points, le prix, l'endroit, des conditions suspensives, etc. Sauf que quand tu es marchand de biens, souvent, c'est pas forcément tout le temps le cas, hein, mais on achète quand même régulièrement en dessous le prix du marché, c'est un peu notre métier. Donc parce qu'on va régler des problèmes. Sauf que les gens, des moments, changent d'avis, parce qu'ils soit ils ont trouvé la solution eux-mêmes, soit comment ils ont quelqu'un qui a fait une contre-offre 3 jours plus tard plus cher. Donc ça, c'est juste interdit par la loi, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le droit, t'es tombé d'accord, il y a un accord, tu dois aller au bout. Ok, donc là, il y a des techniques, on va pas en parler là parce que ça peut être très long, mais qui permettent de forcer ces ventes, et ça, tu dois maîtriser cet aspect-là. Enfin, en tant que marchand de biens, c'est dur de trouver des opérations. Donc quand tu trouves cette opération, et que c'est allé au bout, que tu as mis de l'énergie, tu as peut-être passé 4 mois à négocier tout ça, alors 4 mois entre la création du réseau, les visites, les machins, puis à la fin, voilà, on retient toujours la visite, puis tu as fait ton offre. Ouais, avant, il y en a peut-être eu 50, tu vois. Donc, voilà, ça a demandé du travail, et donc il y a un moment quand tu as ton offre, et puis qu'elle est contresignée, puis que les gens changent d'avis, c'est juste pas possible, quoi. T'es obligé de dire, non mais attendez, moi j'ai travaillé depuis 5 mois, soit vous me payez quelque chose, soit je vous achète le bien, quoi qu'il arrive, puis c'est tout. Clairement, hein, nous on a forcé quand même pas mal de ventes, hein, je le dis en tout état de cause, mais en toute bienveillance, hein, c'est juste de dire, attendez, non monsieur, on était d'accord, nous on change pas notre accord, on reste là-dessus, et globalement ça va au bout, hein. À la fin les gens disent, bon c'est vrai, j'ai merdé, j'ai juste voulu vendre plus cher avant, et à la fin les gens passent à autre chose. Donc ça pour dire, c'est le genre d'avocat qu'il faut avoir avec soi pour vraiment bien maîtriser cet aspect-là. Et j'invite aussi à avoir des avocats spécialistes dans tout ce qui est beau, commerciaux, professionnels, habitation, parce que y a toujours des préceptes, les beaux bien faits, mal faits, comment déplafonner les choses, enfin bref, tout un tas de sujets importants où pareil, tu peux pas tout savoir, et surtout, en fait, tu peux pas avoir une veille juridique sur tout ça tout le temps, tu vois. Alors oui, on a une veille, il y a des sites où on va, et voilà, quand ça sort, on les lit, puis en plus, tu le lis, puis 6 mois après, t'as oublié, tu vois, enfin, t'es dans le feu, toi, t'es entrepreneur, donc encore une fois, t'es chef d'orchestre, donc tu dois t'appuyer sur des gens qui vont faire ça. Encore une fois, le marchand, il est rémunérateur. Ok, c'est tout, on va pas se mentir, on n'est pas là pour se mentir, c'est rémunérateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter de payer des gens qui vont passer beaucoup de temps pour te protéger. C'est comme ça en fait, tu vois, j'insiste volontairement parce que j'ai souvent le cas de j'ai appris à faire du locatif pour faire 10% de rendement, donc j'ai les 300 balles que je veux pas lâcher. Non, ouais, mais là tu peux pas faire ça. Ok, vraiment tu te mets avec des pros et tu bosses avec des pros et c'est ok. Du coup là on est sur la phase démarrage, structuration, entrepreneuriat, mais après tu as aussi ta phase projet. Ok, parce que tu as ton offre, puis tu dois aller déposer un permis de construire ou même une DP. Et là, ou un petit permis d'aménager, même sur des choses simples. Et là, pareil, je vais faire moi-même. Bon, oui, une DP simple, y a pas de problème, tu fais toi-même, c'est ok. Par contre, après, quand tu commences à passer sur du permis d'aménager, sur du permis de construire, même si tu peux le faire toi-même parce que ça dépasse pas les critères de machin, il y a un moment, entoure-toi d'un pro. Pourquoi? Parce que ce pro, il a peut-être son réseau local. Ok, donc il va te faire passer, il connaît peut-être la mairie, ça fait peut-être le 5e, 10e permis qu'il fait là-bas, il a ses entrées, il va t'ouvrir le réseau, ok, parce que toi du coup tu vas profiter de son réseau, il va faire les choses bien du premier coup, qui vont être présentées à l'urbanisme, tu vas montrer un professionnalisme, parce qu'encore une fois, hein, le maire, l'urbanisme, quand il te donne l'accord, il n'y a pas que c'est bon, je suis d'accord, comment tu respectes les règles d'urbanisme. Non, il y a aussi parce que le mec en face de moi, c'est un mec fiable et il va pas me faire n'importe quoi. T'imagines le maire qui te donne l'accord et tu lui fais une verrue au milieu qui globalement respecte, mais tu fais n'importe quoi pendant 2-3 ans, pendant toute la phase de construction. Le maire, il pète un plomb, parce que lui, derrière, t'as tous les administrés qui vont venir le voir, qui vont gueuler, et puis il va pas se faire réélire, et lui, il a que 5 ans. Tu vois, c'est pas... Enfin, je sais peut-être 6 d'ailleurs. Mais donc voilà, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes autour de soi, donc architecte, ou un bon géomètre expert pour le permis d'aménager, etc., qui va vraiment t'épauler avec son savoir-faire, le savoir-faire local, la connaissance des élus, surtout quand tu démarres, hein, encore une fois, voilà. Et
sans déconner, c'est pas plus cher. C'est pas à l'échelle de ton projet, tu dois le provisionner dans ton bilan. On parle souvent de bilan économique, un marchand, on modélise une opération, et bien dans cette modélisation, bah, tu prévois ce coût-là, et puis tu vois ta marge à 20%. Et tant pis, au lieu de faire 22, tu fais 20. Mais t'inquiète pas, tu feras 20 vraiment. Parce que quand tu décides de faire 22 et que tu t'entoures pas, bah, des moments tu fais 15. Donc c'est vraiment important. Donc voilà, le premier, c'est les experts d'urbanisme qui vont tourner autour de toi, parce que l'urbanisme, c'est compliqué, c'est même complexe. Parce qu'il y a la phase technique, tu respectes ou pas le PLU, ok? Puis après, tu as tout l'abstrait autour. Et là, tu rentres dans le maire veut ci, la communauté veut ça, les voisins d'ici. Et donc, il faut avoir des gens qui ont l'habitude, qui savent travailler avec ça, qui vont trouver les bonnes solutions, parce que t'as beau être pas conforme au PLU, être conforme au PLU, tu vas peut-être être forcé de faire différentes choses. Donc là, il faut des experts qui vont te trouver des solutions, qui vont avoir l'habitude d'échanger avec ces gens-là. Et ensuite, derrière ça, tu vas devoir suivre ton opération. Donc tu vas me dire, ouais super, j'ai mon réseau d'artisans qui m'a rénové mes 3 studios, moi c'est bon, je vais les prendre, etc. Alors, attention, il faut toujours calibrer dans les travaux, il faut toujours calibrer les entreprises que tu vas prendre au projet qui est en face. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'ai vu faire hein, et très régulièrement, c'est une faute, si ça t'est déjà arrivé, c'est ok, t'inquiète pas, c'est comme ça arrive et c'est arrivé au meilleur. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as un mec avec qui ça se passe bien, il t'a fait un studio, voilà, il t'a pris 30 000 €, c'est super bien passé, après il t'a fait un T2, il t'a fait une coloc, machin, il t'a pris 80 000 €, c'est super bien passé. Et là tu te dis, putain, moi j'ai trouvé le mec génial, et déjà la première chose c'est qu'un artisan, au bout de 2-3 ans, il prend ses aises. Commence à être plus cher, il commence à dire de toute façon il bosse qu'avec moi, je suis tranquille. Là ça c'est la première remarque, ils sont pas tous comme ça, voilà, mais globalement, voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir challenger en remettant des gens dans la boucle de temps en temps, et puis donner aussi à tout le monde, parce que ça augmente ton réseau, etc. Enfin tu vois, les artisans ils parlent, ils sont sur des chantiers, ils sont avec des moments ils vont te trouver des biens, ils vont te dire tiens j'ai vu ça, tu sais, l'artisan, je prends toujours l'artisan qui va au café tous les matins, tu vois, et il a plein d'informations. Et c'est vrai, il est au café tous les matins, dans le petit bar du coin, il a plein d'informations, les agences, etc. Et quand t'es local, justement, ça revient. Alors, le premier précepte, donc je disais, de les mettre en concurrence de temps en temps, même si t'as tes affinités, il faut donner du boulot à tout le monde, c'est comme ça, et de l'expliquer, hein, on explique les choses, encore une fois. Par contre, toi, tu vas gaper. En fait, toi, ton but, là, c'est de commencer à aller sur des opérations de plus en plus grosses pour faire de plus en plus de marge, hein, c'est mécanique. Et donc, du coup, tu te dis, j'ai ma sécurité, je suis tranquille, mon artisan, il va venir avec moi. Sauf que ton artisan, est-ce que tu vas l'amener sur un truc où il y a 300 000 € de travaux? Et là, c'est plus la même donne. Parce que lui, s'il fait par exemple 200 000 € de chiffre d'affaires et que tu lui donnes un chantier à 300 000 €, t'as bien compris qu'il va pas arriver à faire le chantier. Sauf que ça, en fait, tout ce que je te dis là, c'est du cul. Alors il va te dire oui, je sous-traite, je ci, je ça. Bullshit. Tu laisses tomber, il va pas y arriver, simplement. Et faut pas y en vouloir. C'est simplement que lui, il a envie de grandir. Il doit grandir, tu l'inspires peut-être, et il a envie de grandir avec toi. Sauf que, est-ce qu'il en a les capacités? Il y a deux mondes. Vraiment, hein, donc il faut arriver à se dire, là, à ce moment-là, tant pis, je vais lui expliquer, soit je lui en donne une petite partie, et j'essaye de trouver un autre réseau d'artisans. Donc là, il y a plein de techniques, hein, tu crées des apéros IMO, tu essayes de créer ton réseau, c'est long, ça se fait pas en 2 secondes, donc c'est-à-dire que quand tu as déjà ton opération, c'est trop tard. Moi, souvent, ce que j'invite à faire, et vraiment, hein, c'est de plutôt, au lieu de trouver tout un réseau d'artisans, même si tu peux en avoir un, avec des gens avec qui tu as plus d'affinité, puis tu les fais bosser, c'est vraiment d'avoir un pilote de ton opération, et d'avoir un maître d'œuvre d'exécution. Ça, alors je dis pas ça, je prêche pas pour ma paroisse parce que je suis de base, c'est mon métier, mais faut savoir que je me suis lancé dans ce métier parce que je suis parti du principe que tous les archis, tous les pilotes étaient nuls, tu vois, donc il y avait un vrai, non mais et que les artisans entre eux ça marche, je sais pas, donc je suis vraiment parti sur ce métier en disant il y a quelque chose à faire. Et donc en fait, aujourd'hui je me rends compte que quand tu as créé ton réseau et que tu as un bon maître d'œuvre, lui le boulot du maître d'œuvre c'est de piloter, ok, et c'est aussi de créer son réseau d'artisans fiables, qui ont des assurances, qui vont pas le planter, à des prix très concurrentiels. Parce que lui, le maître d'œuvre, il prend une marge dessus. Tu vois, on va voir un projet à 200 000, peut-être que le maître d'œuvre, il va prendre un billet de 20 30 000, tu vois, ou 10 000, ça dépend, enfin bon bref, on va pas rentrer dans les méthodes de chiffrage, mais du coup, lui, s'il a ce prix-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi t'aider à négocier pour aller chercher des prix qui sont vrais. Je te prends un exemple concret avec un membre, on fait une opération de division de corps de ferme, et du coup en fait lui il fait son chiffrage, au début on fait approche ratio, après on passe à l'approche détaillée, et donc dans l'approche détaillée, putain, il reçoit la gamme de prix de la maîtrise d'œuvre qu'on avait pris, mais il m'appelle, il me dit mais c'est pas possible, on va jamais traiter à ce prix là, et bon pour info c'était ma boîte de maîtrise d'œuvre, mais je dis si, moi mes collaborateurs ils ont leur réseau, et ils sont habitués, ils donnent du boulot aux gens toute l'année à des boîtes qui sont en plus beaucoup plus solides. Donc on parlait tout à l'heure,
la boîte qui fait 200 000 € de chiffre pour 300 000 € de commande d'opération, bah là, pour une opération à 300 000, déjà lui il va découper, il va dire je prends un plombier, un peintre, un machin, donc déjà hop, il va scinder ça. Puis en plus les boîtes ils font pas 200 000 € de chiffre d'affaires, ils vont faire 1 million, 1,5 million, donc ils sont structurés en face de ça. Donc du coup ils savent aussi faire des efforts quand il faut en faire, etc. Et du coup, bah, le maître d'œuvre, il va t'aider à piloter le prix, à piloter le planning. Parce que on parle très peu du planning, mais en marchand de biens, quand t'as 2 ans pour sortir l'affaire, t'as pas 4 ans. C'est pas en locatif où tu payes pendant 25 ans, puis tant pis, le différé il a arrêté, etc. Non, en tant que marchand, t'as pas le choix, faut aller au bout. Donc quand t'as une merde, ça dure 6 mois, ça dure 6 mois. Et en attendant, tu payes les intérêts, etc. Puis ta banque, elle te dit, en fait, t'en es où sur ton projet? Et ils ont bien raison. Tu vois, donc il faut aussi sécuriser, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, tu sécurises les choses. Et le dernier point sur lequel le maître d'œuvre t'épaule, c'est que bah, il garantit le résultat, c'est-à-dire qu'il garantit la façon dont sont faites les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai eu le cas des associés à moi, etc., qui ont voulu piloter leur opération, ou notre opération d'ailleurs, en disant c'est facile, etc. Ouais, sauf que quand l'artisan il fait de la merde et que tu sais pas ce qu'il fait, parce que c'est pas ton métier, t'es pas plombier, comment tu peux savoir si ce qu'il a collé sur le mur c'est ok, s'il a bien mis un spec derrière, enfin, on va rentrer dans les trucs techniques, mais comment tu veux savoir ça si t'es pas formé? Tu vas aller sur internet tous les soirs, etc. Non, ta valeur elle est pas là. Tu vois ce que je veux dire? C'est important ça à comprendre, c'est de dire le maître d'œuvre est garant du savoir-faire des entreprises, et d'ailleurs il y met ses assurances. Il y a la décennale de l'entreprise, il y a la décennale du maître d'œuvre. Quand il y a un problème, il a ce qu'on appelle la direction technique du chantier, c'est-à-dire que c'est lui techniquement qui s'engage à dire c'est bien fait. Donc s'il y a un problème, c'est son assurance, l'assurance de l'entreprise qui fonctionne. Si encore une fois tu vends une fois les travaux faits, donc là, toi, tu fais les travaux, bah, je t'invite à prendre un maître d'œuvre qui a piloté les choses. Après, si tu vends sans les travaux réalisés, bah, c'est plus ta responsabilité. Par contre, tu dois informer les gens qui doivent s'entourer de professionnels. Des moments, j'aime pas trop ce truc-là parce que on se dit, ouais, on va se couvrir. Non, en fait, à un moment, c'est juste de la bienveillance et du savoir-vivre. Enfin, généralement, tu vends un truc à quelqu'un qui est pas formé, bah, tu lui expliques, quoi. Enfin, il y a un moment, tu vois, c'est pas tellement logique, moi, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, on mesure du risque, donc il faut le faire, et il faut apporter ton réseau. D'ailleurs, ça peut être une valeur ajoutée, on dérive aussi un peu, mais ça peut être une valeur ajoutée à apporter au bien, c'est simplement amener ton réseau à ton client, parce que lui, bah, du coup, il avait pas de réseau, bah, du coup, il a ton réseau qui est là, et qui va lui permettre de piloter ses opérations. Donc là, on a parlé du maître d'œuvre, et puis après, bah, plus tu avances, et plus tu vas sur des grosses opérations, bah, tu vas avoir besoin d'un bureau de contrôle, qui va valider tous les préceptes, incendie, boîte, etc., qui vont tout vérifier sur ton opération, en plus du maître d'œuvre, parce que le bureau de contrôle, il va contrôler ce que font les entreprises pour toi, le maître d'ouvrage, et pas pour le maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, maître d'œuvre, t'as pas vu ça sur le plan, moi, bureau de contrôle, je l'ai vu. Ok, du coup, le maître d'œuvre est obligé de gérer cette réserve. Ensuite, tu as le fait que peut-être que tu sais même pas piloter tout ça. Et il y a des gens, ils font carrément appel à ce qu'on va appeler soit un AMO, c'est-à-dire un assistant à maître d'ouvrage qui va vraiment t'aider, et il va piloter le maître d'œuvre, puis il va juste te dire faut que tu choisisses ça à la fin du mois, tu vois, en gros. Ou t'as encore pire que ça, t'as le maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire que là tu lui donnes même le chéquier, et c'est lui qui s'occupe de tout. Et à la fin il te dit ça a coûté plus cher ou ça a coûté moins cher. Tu vois, ça se fait beaucoup sur des très très grosses opérations, 20, 30, 40 millions, où c'est des fonds d'investissement qui viennent, ils pipent rien au truc, ils prennent un maître d'ouvrage délégué, il lui dit il y a 50 millions, faut que tu tournes là-dedans, et le mec, voilà, alors ça coûte très cher d'ailleurs en plus, c'est vraiment des grosses sommes. Donc quand tu démarres et en tant que marchand, voilà, c'est pas forcément ce que je prône. Alors, tu vois, on a parlé à peu près de tout le monde, maintenant il reste quoi, le commercialisateur? C'est pareil, ben, dans le commercialisateur, tu as des vraies approches. Tu as ton agence immobilière, à qui, par exemple, qui t'a détecté le bien, pardon, je t'invite à lui redonner le mandat, hein, enfin, encore une fois, c'est juste de la bonne logique. Mais tu peux avoir aussi de commercialiser avec d'autres personnes. Des CGP, des apporteurs d'affaires, des gens qui ont créé un réseau, j'en sais rien, sur le net, via un podcast, etc., qui du coup ont un potentiel client d'investisseurs. Alors c'est souvent pour des gens qui vont acheter du rendement, hein, qui veulent juste un placement financier. Et voilà, ces professionnels-là, ils vont vendre le bien sûrement beaucoup mieux que toi, et surtout à des prix que toi t'aurais pas imaginé. Ok, j'en parle souvent, c'est que des moments, quand on vient à l'investissement locatif, on pense qu'il faut vendre au moins à 9%, à 10%. Non, les gens ils disent non mais moi j'ai juste de l'argent à placer, je veux un 6% et ça me va très bien tant que tout est packagé et automatisé. Donc tu as des réseaux de commercialisateurs qui ont ces réseaux et qui vont s'occuper de ça pour toi. Bon, par contre, ils vont te prendre encore une fois une marge et c'est ok, tu vois, mais c'est des professionnels. Voilà. Donc tout ça pour dire, tu vois, j'ai essayé de voir un éventail important de tout ça et
n'y a pas de vérité, ça dépend aussi de là où tu en es dans ton parcours, mais ça se crée. Ça prend du temps. Tu le feras pas en 1 mois, tu le feras pas en 2 mois, tu le feras peut-être même pas en 2 ans. Donc petit à petit, une fois que tu as validé le notaire, tu as validé le comptable, ben, tu valides le maître d'œuvre, après tu valides peut-être les artisans, tu valides le commercialisateur, et ça se fait vraiment étape par étape. Et la force d'un marchand de biens, c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça. Bon. C'est assez complexe, si tu veux, ce que je t'invite à faire si tu as d'autres questions sur ce genre de sujet, moi je suis là où tu peux vraiment discuter avec moi, c'est sur Instagram, c'est Marcus, ok. Tu viens en parler avec moi et c'est toujours moi qui réponds hein, sur Instagram et on échangera sur ce sujet parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire.